Bonjour, bienvenue sur le plateau de Supply Chain Village. Nous sommes ensemble pour près d'une heure pour une conférence sur le thème « Répondre aux enjeux stratégiques et opérationnels grâce à l'intelligence artificielle ». Et pour ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Franck Wachowiak. Vous êtes responsable offre APS et SNOP chez Sedapta OSIS. Tout à fait. Je vous remercie, Jean-Philippe Guillaume, de nous accueillir aujourd'hui pour cette présentation. Et Salvatore Barbagiovanni, donc vous êtes directeur commercial également chez Sedapta OSIS. Absolument. Peut-être, bienvenue également. Peut-être pour commencer, une petite présentation de Sedapta OSIS. Bien sûr. Donc Sedapta Group, c'est une entreprise alors qui a une empreinte mondiale de par ses activités. On va le voir dans le panel des références et des clients. Mais c'est aussi une entreprise pan-européenne qui a son siège historique en Italie, à Gênes, avec 3 principales filiales qui sont l'Allemagne, la France et l'Angleterre, que nous avons ouvert récemment en début d'année. En fin de cette année, le groupe Sedapta devrait représenter environ 450 personnes, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 consultants, alors consultants techniques, fonctionnels, avant-vente bien sûr, et puis un effectif au niveau de la recherche et du développement qui devrait tourner autour de 90 personnes. Donc voilà, ça c'est rapidement brossé Sedapta. Il y a un point clé qui caractérise le groupe Sedapta aujourd'hui, c'est l'accord que Sedapta a passé avec l'entreprise Elisa, alors qui n'est pas forcément très connue du grand public, en tout cas en France. Elisa est une entreprise finlandaise qui a développé depuis plusieurs années maintenant, quelques années, des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle et du développement autour de l'intelligence artificielle, à la fois dans le domaine industriel, manufacturing, mais aussi maintenant, avec cet accord avec Sedapta Group, dans le domaine de l'APS, à la fois sur la partie, ce qu'on appelle SNOP, mais aussi sur le pilotage des usines, donc la partie MES. Et toute cette organisation-là, eh bien, elle est là pour supporter un peu plus de 1000 clients à travers le monde. Donc, quelques belles références. Voilà, peut-être quelques références. Rapidement, on va pas toutes les balayer, mais vous citez quelques exemples. Par exemple, le groupe Legrand, qui a 4 de ses usines équipées de nos solutions. Un autre exemple intéressant dans le domaine du process, le groupe Verallia. Alors Verallia, c'est anciennement Saint-Gobain. Verallia, c'est quand même 32 usines dans le monde, 16 millions de contenants verts produits chaque année. Donc Verallia utilise l'ensemble de la suite logicielle de Sedapta. Donc ça, c'est très important. Et ces développements ont fait suite à la refonte complète des méthodes de planification, à la fois sur le volet SNOP, mais aussi sur les plans de production du groupe Verallia. Un autre exemple dans le domaine agroalimentaire, par exemple la PME dromoise Charles et Alice, qui elle utilise nos solutions dans le cadre de la digitalisation de leur supply chain. Après, il est intéressant de mentionner aussi notre forte présence dans le domaine du luxe et de la mode. Je citerai un exemple, l'Europian, qui fait partie du groupe LVMH, qui utilise aussi nos solutions pour gérer toute la partie demand. Peut-être un exemple, 2 derniers exemples. Un exemple dans l'automotive avec le groupe Piaggio. Donc Piaggio, très connu pour avoir inventé le scooter à 3 roues, et qui, lui, utilise aussi toute la suite logicielle de Sedapta et sur l'ensemble des sites de Piaggio dans le monde. Et un dernier exemple dans le domaine de l'aéronautique avec la CCA, Corse Composite Aéronautique, qui est un secteur qui a été fortement impacté par le Covid, qui, eux, utilisent donc nos outils pour modéliser leur supply chain avec les contraintes qui sont les leurs, de façon à produire des plans de production à capacité finie. Voilà juste pour quelques exemples de référence. Très bien. Alors, un petit message pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur le chat et puis, bien entendu, nos intervenants y répondront à la fin de leur présentation. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel bouleversement, là, on vient de traverser une période difficile. Quel bouleversement notable vous avez pu noter, observer au cours de cette période, notamment côté consommateur ? Oui, c'est la question, effectivement. Ouais. On a traversé une période très difficile, on a accompagné nos clients, on accompagne nos clients depuis des années, mais peut-être de façon encore un peu plus proche sur cette période de Covid. Et on a beaucoup partagé avec eux et ils se sont exprimés autour de ces problématiques et de ces changements autour de la transformation dans
la consommation, les modes de consommation. Oui. Avec comme problème induit la volatilité. Et donc du coup, nous, on a apporté à nos clients des solutions pour les aider à anticiper au mieux la demande, anticiper et gérer les ruptures de la supply chain, mais aussi générer des bénéfices tels que améliorer le niveau de service client. Et très souvent, comme conséquence, comme impact induit, nos clients nous ont fait part de la réduction de l'empreinte écologique. C'est un peu une conséquence de ces différents niveaux d'optimisation au sein de la supply chain. Pour finir sur ce sujet-là, il est intéressant de noter, de citer 2 études récentes qui corroborent ces thèmes-là qu'on est en train de développer. Premièrement, l'étude qu'a réalisée IBM, qui dit que 86% des dirigeants d'entreprise aujourd'hui pensent qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs sans le déploiement massif de l'intelligence artificielle au sein de leurs entreprises. Donc ça, c'est un point très important. Et la deuxième étude qui est intéressante également, c'est celle d'Accenture, qui dit que 36% des DSI ont accéléré le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise dans cette période de Covid. Très bien. Voilà. Franck, on vient donc Salvatore vient effectivement nous parler des changements de comportement des consommateurs. Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise ? Alors, pour les entreprises, en fait, la Covid a complètement changé la donne en termes de schéma de consommation. Donc, il n'y a rien de nouveau sur ce point-là, dans le sens où la consommation a énormément augmenté pendant la période du Covid. Par contre, ce qui est tout à fait notoire, c'est que cette augmentation de la consommation a pris des formes complètement diverses. Donc, on est passé d'un mode de consommation du caddie vers Internet, mais de façon massive. Donc, on a à peu près 60%, donc c'est un sondage OnePoll Research qui présente ça, qui montre qu'il y a à peu près 60% de la population française qui a vraiment shifté du caddie vers Internet. Ouais. Forcément, le confinement y est pour quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette croissance a bénéficié à un certain nombre de secteurs. Donc, primordialement, évidemment, tout ce qui est grande distrie, maison, jardin. Le fait qui est vraiment notoire, c'est qu'en fait, et ça, c'est vraiment un peu la pierre angulaire qu'on doit retenir, c'est que non seulement il y a eu cette croissance, mais elle va être pérenne. Oui. Donc, pour les entreprises, ça va être un défi à prendre en compte. Mais il y a aussi une composante qui est énorme, qui est celle de la cross-canalité, où en fait les Français ont commencé à naviguer un peu tous les côtés sur tous les schémas de consommation possibles, et se sont aperçus qu'en fait le prix devenait prépondérant. Donc Ipsos a fait une étude et s'est aperçu que 57% des Français se disaient tiens, pourquoi est-ce que j'irais pas voir à droite à gauche comment je peux optimiser mes achats, mais tout en ayant une composante de je dois me faire livrer à temps. Je veux une qualité de service identique, etc. Donc, toutes ces contraintes ajoutées rajoutent déjà la complexité de la supply chain et difficultés pour les entreprises, bien évidemment, qui font du coup face à plusieurs défis majeurs, qui est déjà comment je fais pour dimensionner mes stocks correctement, alors que c'était déjà une problématique, que ce soit au niveau local, même avec des niveaux encore pires, avec des niveaux multi-échelons. Comment est-ce que je planifie ma demande, comment je collabore avec mon microcosme de fournisseurs, de transporteurs, etc. Donc finalement, les entreprises se retrouvent avec un certain nombre de défis majeurs suite au Covid. Le premier, c'est comprendre absolument le schéma de la consommation, mais l'anticiper en fait, ce qui est quand même quelque chose de très difficile parce que c'est excessivement volatile aujourd'hui, encore plus qu'avant. Ensuite, c'est évidemment un bon dimensionnement de mes stocks. Donc la problématique existait déjà avant, mais elle est renforcée aujourd'hui. Et le dernier point, je dirais, c'est finalement que le Covid a changé a renforcé une composante qui est celle de je dois collaborer avec les différents acteurs au sein de ma supply chain propre, mais aussi celle de mes collaborateurs. Alors, concrètement, comment la solution Sedapta en fait répond à ces défis ? Alors, il y a plusieurs, je dirais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y répondre. Il y a des axes possibles. Donc, ça, pour les entreprises, évidemment, tout le monde a commencé à chercher et on en parlait justement tout à l'heure. Le confinement a permis aux responsables supply chain de se renseigner pendant cette période de confinement. Alors, à l'instar du petit personnage que l'on voit sur le tableau, on voit quelqu'un qui se promène sur un arbre de décision. Quels sont les leviers que je peux utiliser pour répondre à ces défis ?
Nous, on s'est focalisé avec Sedapta sur, je dirais, 5 leviers possibles. Oui. Donc le premier que j'ai mentionné légèrement, qui est celui d'anticiper mes prévisions de vente. Donc comprendre mon schéma de consommation, mais évidemment aussi comprendre l'impact de mes promotions, de mes lancements de produits, quelle va être la conséquence d'un uplift. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les outils de la décision qui sont disponibles à l'heure actuelle, donc que ce soit de l'optimisation ou de l'intelligence artificielle, aident massivement les entreprises à atteindre ces objectifs. Le point qui, évidemment, ensuite, qui naturellement en découle, où l'intelligence artificielle peut jouer un rôle fort, c'est celui du dimensionnement du stock, avec le bon mix produit, me permettant de me dire qu'est-ce que je peux commander, en quelle quantité, à quel moment, etc. Donc, qui est une problématique qui existait, mais maintenant qui peut être gérée beaucoup plus de finesse avec l'intelligence artificielle. Ces 2 composants, évidemment, permettent aux ordonnanceurs d'avoir plus de réactivité, faire de plus de simulations et d'apporter, 4e levier au niveau de la production, une fluidité qu'ils n'avaient pas auparavant pour éviter évidemment des ruptures et surtout augmenter la productivité de la production. Parce que l'IA a un rôle prépondérant à ce niveau-là. Et le dernier point qu'on avait mentionné, forcément, c'est celui de la fédération de l'ensemble des équipes qui, du coup, se retrouvent avec une capacité, grâce à l'aide à la décision, à piloter l'entreprise, surtout visualiser l'entreprise et piloter en faisant différents scénarios business pour se dire comment je peux mieux tirer parti, justement, de tous les leviers commerciaux que j'ai à ma disposition. D'accord. Alors, donc, face à ce constat, donc, votre solution, elle, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement ? En fait, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui apportent des solutions IA depuis une dizaine d'années. Donc, le marché a tendance à être un petit peu, je dirais, envahi par les solutions d'intelligence artificielle. Ça devient difficile pour les entreprises de tirer leur épingle du jeu et de comprendre justement quelles solutions je peux utiliser. Donc, il y a un sondage Ipsos qui est assez intéressant à ce sujet et qui dit qu'en fait, on a un certain nombre de barrières à l'utilisation de l'IA. La première, déjà, que les entreprises rencontrent, c'est comment j'intègre l'IA au sein de ma structure, avec mes systèmes existants. Il y a aussi ensuite une composante qui est, est-ce que j'ai les ressources en interne nécessaires pour pouvoir le faire ? Et c'est souvent pas le cas, donc du coup, c'est vraiment un frein. Donc, on a tiré un petit peu, je dirais, la leçon de ce genre de constatation pour essayer de mettre à disposition, je dirais, des entreprises une solution qui n'est pas un Big Bang, mais quelque chose qui accompagne les acteurs métiers à chaque étape de la supply, donc des prévisionnistes jusqu'à la production, en fait. Oui, alors justement, ma question, c'était quel est votre cœur de cible ? Enfin, à qui vous vous adressez au sein de l'entreprise ? Alors, comme le mentionnait Salvatore tout à l'heure, on a la chance d'avoir une base client qui est assez conséquente. Donc, au niveau mondial, on a 1000 clients. Donc, le premier geste naturel de Sedapta, évidemment, c'est de s'adresser à ses clients. Donc, on ne peut pas faire de jaloux, mais il faut bien qu'on commence de quelque part. Avec 1000 clients qui vont avoir la possibilité d'intégrer nos solutions d'intelligence artificielle. Donc, la plateforme s'appelle Elisa, prénom féminin, et qui va permettre, en fait, de s'intégrer très facilement avec ce qu'ils ont déjà installé. Et naturellement, on a aussi un deuxième cœur de cible qui est les 5000 entreprises ETI en France qui existent et qui sont en attente d'une solution IA. Alors, Elisa, si j'ai bien compris, elle s'adresse à tous les échelons de la supply chain. Est-ce que vous pouvez détailler justement l'ensemble de ces fonctions à qui la solution s'adresse en fait ? Bien sûr, alors, la réponse elle est assez claire. Elle s'adresse à l'ensemble des parties prenantes de la supply chain au sein de l'entreprise, à commencer par la direction marketing, commerciale et prévision, qui elle va avoir besoin de gérer la demande, les promotions, l'arrivée de nouveaux produits, etc. Ensuite, on va avoir le niveau planification de la demande. Donc là, le souci va être de dimensionner cette demande, de planifier au niveau famille de produits, voire SKU, le fameux SKU. Derrière ça, on va trouver la partie supply qui va être aussi concernée, où là, on va chercher à optimiser les approvisionnements en corrélation avec les fournisseurs et les sous-traitants. Derrière, on arrive à l'échelon quasiment final, c'est-à-dire la production, où là, les professionnels vont chercher à optimiser chaque étape de la production, l'ordonnancement, le séquencement, la maintenance, le suivi de production, etc. Et puis le dernier niveau, qui n'est pas des moindres, je dirais, c'est l'ensemble de la ligne de management jusqu'à la direction générale, qui a besoin de 3 choses. La première chose, c'est de la visibilité.
sur l'ensemble de la chaîne, donc en matière de prévision, planification, mais aussi exécution. La deuxième chose, c'est donc du coup la possibilité de simuler, d'exécuter des scénarios métiers, de façon à comprendre l'impact d'une décision sur l'un ou l'autre des scénarios. Impact en termes de ressources, en termes de chiffre d'affaires, de marge, de volume de produits, etc., etc. Et le troisième point, c'est le besoin de disposer d'indicateurs clés qui vont vraiment permettre au management de prendre vraiment les meilleures décisions et donc de vraiment piloter leur business. Donc on voit que c'est une solution très, très transverse en fait, qui s'adresse vraiment à l'ensemble des fonctions d'une manière collaborative, j'allais dire. Ah oui, complètement. Ouais. La notion de collaboration est clairement intégrée avec ce qu'on appelle nous l'outil Orchestrator, qui permet vraiment d'aller au-delà de simplement exécuter des processus métiers, avec une notion de débat interne, quasiment en temps réel, comme une messagerie instantanée. Vous pouvez dialoguer avec les différentes équipes au sein de l'entreprise. Donc oui, on a un outil très très puissant là-dessus pour la collaboration intra- et inter-entreprise. Alors Franck, comment ça fonctionne, comment ça marche? Alors, bonne question. Il faut bien trouver un moment pour expliquer quand on rentre dans les pages. Alors, à l'instar des autres solutions donc d'intelligence artificielle, on utilise la donnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de répondre à ce sondage Ipsos qu'on mentionnait, c'est toute donnée n'est pas bonne à utiliser. Donc, le premier pas, c'est évidemment d'arriver à clusteriser, qui est un terme technique qui veut simplement regrouper les données qui sont pertinentes entre elles. Alors, en fonction des problématiques métiers à traiter, soit prévision, planification, etc., jusqu'à la production, on va utiliser une algorithmie différente, mais aussi on va utiliser des données différentes. Donc si on est dans l'agroalimentaire, on va se servir évidemment des données historiques qui existent, mais on va venir y rajouter certaines données exogènes, de la météo par exemple, l'état des routes, etc., qui ont un sens par rapport à la problématique et aux clients. Donc ce qu'il faut, c'est une solution qui soit capable d'intégrer facilement les données et déjà de les traiter, Mais comment vous les récupérez, ces données? Soit directement branchées sur les ERP ou sur les systèmes, sur les points de vente, en remontant des données de caisse de points de vente, ou bien en se branchant sur des données open source qui existent et qui sont tout à fait branchables sur un système d'intelligence artificielle, ELISA. Et donc, une fois que ces données récupérées, en fait, elles sont évidemment transmises aux différents modules d'intelligence artificielle d'ELISA, qui va traiter les problématiques et utiliser les données nécessaires pour les différentes problématiques. Ouais. Donc, avec une étape qui est assez importante, c'est celle de transmettre les résultats aux équipes métiers, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un data scientist qui a fait une interprétation, c'est de donner la main aux utilisateurs métiers pour qu'ils puissent retirer les bénéfices de ce qu'on est en train de leur présenter, en fait. Et donc, on se sert de la plateforme OSA que mentionnait Salvatore il y a quelques instants, qui est en fait cette plateforme collaboratrice, une tour de contrôle en fait, et qui va venir fédérer les différents acteurs de la supply chain et surtout faire en sorte que l'information provenant de la réflexion du moteur d'intelligence artificielle soit transmise aux bonnes équipes en langage naturel pour être compris et réutilisé en fait. C'est une spécificité qui me paraît intéressante parce que c'est vrai qu'on est souvent dans des solutions de haute technologie, on est souvent confronté à une approche très techno et pas forcément une approche métier. Et là, justement, dans cette solution, on a vraiment l'impression qu'elle s'adresse vraiment aux gens qui sont sur le terrain, quoi. C'est l'idée, en fait. Le principe, c'est de porter... si on part avec un exemple, donc les équipes de prévision, les prévisionnistes, c'est être capable de leur donner un outil qui soit suffisamment transparent pour qu'ils comprennent la nature de la décision et puissent y apporter eux-mêmes leur niveau de compétences qui viennent se rajouter par rapport à ce qu'on peut les aider. Donc c'est automatiser une partie du travail pour laisser les personnes, les acteurs métiers, se concentrer sur des ruptures qui sont je dirais, erratiques et non gérables, non prévisibles. Alors en termes de bénéfices, comment ça se chiffre, comment on peut... Alors en termes de bénéfices, je pense on peut dire qu'il y a 3 axes qui sont intéressants à prendre en compte pour analyser les bénéfices de l'apport de l'IA au sein des entreprises. Le premier, c'est le client. Le second, c'est l'ensemble de la supply chain, on dirait le niveau opérationnel, je dirais. Et le troisième, c'est le niveau business.
Alors, ce sont d'ailleurs les 3 critères qui ont été utilisés par le CFIA, donc le salon de l'agroalimentaire qui a lieu demain d'ailleurs, jusqu'à la fin de la semaine. On vous y invite tous à venir. En cette période de réouverture de la pandémie, ça peut être une bonne idée de faire un petit tour pour voir des gens in vivo. Et donc le CFIA a utilisé en fait ces critères, ces postulats pour essayer de comprendre un peu comment sélectionner des entreprises innovantes dans le domaine de la supply chain. Et donc on est fait partie des 3, je dirais, nominés du CFIA. Donc si on reprend ces critères, donc le premier critère, c'est les clients. Il faut que forcément il faut que l'intelligence artificielle amène un bénéfice aux consommateurs. C'est un petit peu l'essence, le but du jeu, exactement. Donc, à quoi s'entend le consommateur? Si on revient à ce qu'on disait en début de réunion, on a forcément, je m'attends à avoir un produit qui soit livré en temps. Je veux un taux de service qui soit tout à fait convenable. Je veux une rapidité dans mon service. Ce qui induit qu'il faut que j'ai des taux de remplissage qui correspondent à la détection forcément anticipée que j'ai pu faire. Au niveau, je dirais, plus opérationnel, forcément, le bénéfice, c'est quoi? C'est que je vais réduire mes stocks. Donc, on avait déjà dans les APS un phénomène de réduction de stock. Donc, on n'apprend rien avec des algorithmes d'optimisation. Oui. Ce que l'IA apporte à l'optimisation, c'est une anticipation encore plus forte et une finesse dans les résultats et surtout une réactivité qu'on n'avait pas auparavant. Pour l'ensemble des références, vous limitez aux références, par exemple, les plus courantes? Non, disons que le bénéfice de l'IA, c'est qu'on va pouvoir clusteriser comme on le veut. Donc, en termes de référence, on peut descendre au niveau du SKU, on peut avoir une approche différente. C'est-à-dire qu'on peut même sortir de la classification ABC si on le souhaite. Et donc, avoir une approche complètement innovante en se disant pourquoi est-ce que je vais regrouper dans ma catégorie A des produits qui peuvent avoir un comportement suffisamment différent que ne peut pas les mettre ensemble. Voilà. Ensuite, au niveau stock, forcément, on va se retrouver avec une prise en compte de l'aspect multi-échelon. Donc, ce qui est très important, parce qu'on va pouvoir délocaliser ces stocks, avoir une proximité et faire des scénarios sur qu'est-ce qui va, d'un point de vue coût, avoir un impact plus faible ou plus fort en fonction de mes décisions. Et donc de l'implantation des stocks en fonction de la demande, par exemple. Tout à fait, exactement. Ensuite, on a évidemment un impact fort sur tout ce qui est, je dirais, retour sur investissement, pur et dur en fait, puisque c'est mesurable. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une solution que l'on peut mesurer et qui, lorsque je fais un scénario, qui me donne des valeurs chiffrées par rapport à ma décision business en fait. D'accord. Ensuite, on a un point qui est important, qui est celui évidemment de la réduction des risques de rupture, puisque une plus grande anticipation, naturellement, va permettre d'envisager des cas de figure qu'on n'aurait pas pu envisager si on ne les avait pas pris en compte. Et de façon plus induite, alors là, c'est pas moi, Franck, qui parle, mais c'est le Gartner, qui annonce qu'en fait, l'adoption, alors ça combine les deux aussi bien d'algorithmes d'optimisation que d'IA, permet d'avoir un impact fort sur l'écologie, et donc c'est quand même aussi un critère de choix très important pour les entreprises, pour leurs clients des entreprises, dans la mesure où l'impact de l'IA permet de réduire de 3% à peu près, je dirais, les effets de serre, de gaz de serre, et du coup, ça c'est une notion au niveau transport, et ce sont des critères de choix des consommateurs. Donc, c'est un élément très important. Alors, tout ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'une réalisation, quelque chose que vous avez fait, quelque chose de concret chez un de vos clients? Tout à fait. Alors ça, c'est quand même l'avantage de passer de l'abstrait au concret. C'est qu'on va vous parler d'un cas maintenant qui est celui de Baoli, qui est un client historique que nous avons, qui est un concurrent de la boulangère en France. Donc, viennoiserie, pain industriel, avec une notion de qualité, tout comme la boulangère d'ailleurs, et pour lequel on a mis en place une solution pour pouvoir anticiper la demande, qui est, alors c'est un terme un peu barbare, de demand sensing. On peut revenir peut-être sur ce terme de demand sensing, qui recouvre une réalité peut-être un petit peu abstraite. Alors c'est vrai que les éditeurs de logiciels aiment bien rajouter des mots anglais, et ça fait plus professionnel. On va rester français. Et donc l'idée, demand sensing, c'est la détection de la demande sur le point de vente. Donc où je vais utiliser en fait des données
les données de consommation qui proviennent. C'est se rapprocher finalement, c'est des prévisions qui se rapprochent au plus près du consommateur pour réduire l'effet bullwhip, c'est ça? Exactement. Donc l'idée, c'est de venir d'aller au plus près du consommateur, parce que c'est quand même là que les schémas de consommation vont être le plus proche, le plus réel. Le plus pertinent. Le plus pertinent, exactement. Pour utiliser cette donnée-là, auquel on va plugger, comme on dit tout à l'heure, des informations qui sont météo et les points de vente. Donc ça, dans l'agroalimentaire, on sait très bien que c'est un facteur clé dans la consommation. Et d'utiliser donc la combinaison, je dirais, de ces deux sortes de données, les transmettre au travers de leur ERP vers la tour de contrôle de Sedapta, et finalement pour que ELISA, qui est le moteur d'intelligence artificielle, interprète ces données et soit capable de restituer le bon mix produit sur le point de vente, mais au bon moment, ce qui est quand même assez important. Et en tenant compte aussi, on peut imaginer à ce stade-là de rajouter aussi, ça n'a pas été fait dans ce cas-là, mais tout ce qui est lancement de produits, parce que c'est aussi quelque chose qui est une tendance dans l'agroalimentaire de faire des lancements de produits avec un effet de saisonnalité. Et une fois ces informations, je dirais, traitées, ELISA renvoie au travers de la plateforme donc les résultats sur les différentes composantes de la supply. Donc je vais renvoyer ça à mon ordonnancement, à ma production, ainsi de suite, de façon à ce que les impacts puissent être perçus sur l'ensemble de la chaîne, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Et alors, justement, dans le cas de Baoli, quels sont les bénéfices qu'ils en ont retirés? Est-ce qu'ils ont pu le quantifier en termes de réduction de stock, de service client? Alors, je n'ai pas d'informations précises sur les pourcentages, parce que nos clients sont souvent frileux sur les transmissions d'informations, mais par contre, on est sur des taux de service améliorés, on est sur un mix produit amélioré. Ce sont les indicateurs clés qui ont été utilisés. On va dire les indicateurs soft qu'on peut donner indiquent tout à fait qu'il y a une amélioration déjà du stock, du taux de service et surtout de l'anticipation de la consommation sur les points de vente. Très bien. On va passer bientôt aux questions-réponses. Peut-être un mot pour revenir sur le salon de l'agroalimentaire, le CFIA. Je crois que vous avez participé, vous concourez à un trophée. Absolument. Et vous avez été sélectionné, vous êtes dans la shortlist, nominé. Absolument, et très content. Donc, comme vous l'a dit Franck, on sera présent mercredi, jeudi et vendredi au CFIA. On a été effectivement nominé dans la catégorie innovation. Donc lié au thème de l'intelligence artificielle au sein de la supply chain. Pour l'heure, on ne sait pas qui sera le vainqueur, mais en tout cas, on sera ravis de partager avec tous les clients qui nous feront le plaisir de venir nous voir ce moment d'excitation. Et puis, ça sera aussi peut-être l'occasion pour eux de découvrir nos solutions sur notre stand. Avant même d'inviter ceux qui nous regardent à nous poser des questions, je voulais vous poser une question un petit peu d'ordre philosophique. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis des années, et on a un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est une question de foi, quoi. On y croit ou on n'y croit pas. On n'a pas véritablement la preuve que ça existe, mais bon voilà, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, sans vraiment qu'on arrive à départager le vrai et le faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus qu'est-ce qui fait que vous y croyez, par exemple? Alors, si vous me demandez à moi ce que j'en pense, moi, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de passer quelques mois avec une start-up française qui a développé des technologies, on va dire, autour de l'intelligence artificielle, avec des outils qui permettent de simuler, de digitaliser des processus industriels complets. Donc là, l'intelligence artificielle, elle prend vraiment tout son sens quand on voit ce genre d'outils. Donc moi, je l'ai vu vraiment, cette application de l'intelligence artificielle sur des outils de ce type-là. Donc c'est déjà ça, c'est un élément convaincant. Je l'ai touché de très près. Même si j'étais dans une mission qui était à la fois marketing et commercial, j'ai vraiment touché de près les solutions. Et puis, si je reviens au cas de Sedapta aujourd'hui a passé cet accord avec ELISA, qui est aussi, donc, je le disais, actionnaire de la boîte. Mais aujourd'hui, ELISA, c'est 250 data scientists qui sont mis à disposition de Sedapta pour distiller justement ces capacités d'intelligence artificielle sur l'ensemble des processus de la supply chain qui sont couverts par notre suite logicielle, bien sûr. Donc oui, moi, je suis bien entendu convaincu que ça existe et que ça va apporter quelque chose.
Et puis, je trouve aussi que l'intelligence artificielle existe déjà depuis 40 ans, mais même la finance, l'assurance l'applique depuis des décennies avec... c'est ce qui gère nos contrats, nos polices depuis 30 ans. La transition vers la supply chain est plus récente. Donc c'est clair qu'il y a une acquisition de confiance à avoir, mais des entreprises comme BM, Nissan et ainsi de suite, par exemple, utilisent l'intelligence artificielle depuis des années pour des thèmes de qualité, pour des thèmes d'ordonnancement, pour voilà, donc, et aussi pour les thèmes de prévision. Donc. Mais j'allais vous dire, oui, enfin, quand on parle de prévision et de planification, ce qui est important aussi, c'est le prévisionniste. Hein, c'est la capacité aussi, c'est la clé. Justement, d'aller rechercher de l'information, certes, de l'injecter ensuite dans l'outil hein, pour qu'il mouline et puis qu'il nous fasse les meilleures prévisions possibles. Mais malgré tout, enfin, l'importance de l'humain reste primordiale, j'ai l'impression, non? Tout à fait. Alors, il y a certains outils qu'on appelle des outils black box. Donc, en fait, je prends de la donnée, je la mouline et je la transmets à l'utilisateur. Et ça crée une frustration monumentale, puisqu'en fait, je n'ai pas la main en tant qu'utilisateur, sur le process, sur la justification de mon process et des décisions, en fait. Alors nous, l'approche qu'on a, elle est inverse, c'est une approche white box, c'est-à-dire que je peux choisir, voilà, je vois l'audit, je dirais, de la décision, et je suis capable de la modifier, je suis capable d'apporter mon choix algorithmique, mon choix derrière, et de rapporter aussi mes compétences sur ce qui a été décidé. Très bien, je me tourne vers la régie pour voir si nous avons des questions. Hervé va me faire signe. Oui, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors, première question, votre solution a un fonctionnement un peu similaire à un ERP. Au sein de l'entreprise, est-elle complémentaire ou concurrente à une solution de type SAP? Alors, cette question est une question qu'on retrouve fréquemment, forcément. C'est vrai que les ERP ont tendance à augmenter leur empreinte au sein d'une entreprise. La solution de Sedapta n'a pas pour vocation de remplacer les ERP, mais au contraire d'étendre les fonctionnalités de l'ERP, sachant que les ERP, on le sait tous, ont des limites. Donc il y a évidemment une partie, on essaye de mettre de la gestion de stock, de l'anticipation, etc. Mais là, je dirais que la compétence que les entreprises qui créent des APS, du SNOP et de l'intelligence artificielle depuis 20, 30 ans est largement supérieure, donc ça vient en complément de l'ERP et ça rajoute un environnement fonctionnel avec en plus une notion de coût qui n'est pas négligeable, puisqu'en fait le coût de mise en place d'une solution comme ELISA ou bien est moindre au déploiement d'un module ERP, mais quand je dis moindre, on parle vraiment d'une dimension beaucoup moindre. Et donc, clairement, on est dans un domaine qui vient compléter l'aspect fonctionnel que peut apporter un ERP. C'est ça, oui. Oui, je suis complètement d'accord avec Franck. Hein. On n'est pas du tout dans l'idée de remplacer un ERP, mais bien de le compléter. J'étais hier encore avec le DSI d'une entreprise dans le secteur médical qui a lancé un appel d'offres sur la partie ERP et qui s'est interrogé quand il a vu que des APS pouvaient apporter plus de valeur par rapport à ce que proposait son ERP. Du coup, le projet APS est en train de prendre le pas sur le projet ERP, mais on vient bien en complément. Et il a compris effectivement que des fonctionnalités au sein d'un ERP qui sont des fonctionnalités qu'on va retrouver dans un APS, un best of breed, comme on dit chez les anglo-saxons, une solution métier, dédiée métier, on n'a pas le même niveau de granularité, le même niveau de performance, de puissance et de résultats. Oui, bien sûr. Mais historiquement, vous me direz si je me trompe, mais je crois que Sedapta était plutôt un outil d'ordonnancement au départ. On était plus dans l'ordonnancement et puis progressivement, en fait, la solution s'est étendue à l'ordonnancement moyen-long terme et puis de la planification. Oui, c'est ça tout à fait. Alors, l'historique de Sedapta, elle est née par notre fondateur Giorgio Cutica, qui effectivement, lui, venait du monde industriel. Il a passé des années chez Siemens à piloter justement les activités type MES. Et il a eu l'idée de créer cette entreprise pour apporter ces services-là, on va dire, au monde des ETI. Donc effectivement, le point de départ, c'était surtout la partie MES, pilotage des usines. Mais très vite, il s'est rendu compte que la partie SNOP avait un impact fort forcément sur la partie MES. Et du coup, donc l'idée d'intégrer la filiale allemande et la filiale française vont dans ce sens-là. Il a eu l'idée d'intégrer ce volet SNOP, APS, pour
se dire, voilà, on couvre vraiment l'ensemble du périmètre, quand on dit de bout en bout, d'une supply chain, c'est-à-dire de la prévision jusqu'au pilotage des machines dans les usines. D'accord. Oui, on a d'autres questions, Hervé? Oui. Alors, on a vu qu'il y avait une attention particulière portée vers le client. Quelle est la place dédiée au sein d'ELISA pour les fournisseurs, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, pour mieux les insérer dans la chaîne logistique globale, et ce, sur plusieurs aspects de contraintes et objectifs? Par exemple, disponibilité de produits frais, meilleure rémunération ou proximité du produit. Alors, c'est une excellente question. Et je ne dis pas ça de façon rhétorique, c'est si on est sur, je dirais, de l'agroalimentaire, clairement, incorporer dans la DDM tous ces aspects transport est plus qu'essentiel, puisqu'en fait, mon lead time qui va inclure justement ces aspects transport doit permettre à l'entreprise de savoir, qui produit, de savoir quelle est la disponibilité qui reste au produit pour être mis à disponibilité sur le point de vente. Donc, obligation d'inclure des contraintes fortes de transport et toutes les contraintes d'ailleurs liées à la DDM, donc production, ordonnancement, etc., distribution, et sans prise en compte de l'ensemble de ces paramètres, on arriverait à une DDM qui serait tronquée. Et donc forcément, on aurait une analyse prédictive qui serait erronée par rapport aux données. On a beaucoup parlé de l'agroalimentaire. C'est vraiment le secteur historique sur lequel vous êtes très présent. Est-ce que vous avez d'autres secteurs comme ça où vous êtes également présent? On a parlé de la pharma aussi tout à l'heure. Quels sont les autres domaines industriels où l'outil est... Alors il y a d'autres, forcément, on a parlé de l'agroalimentaire, mais les secteurs sont ceux qu'a mentionné Salvatore tout à l'heure. On s'adresse principalement à du process et à du discrete manufacturing. Oui. Donc, si c'est de l'automotive, ça peut être de la prévision sur les pièces détachées, ça peut être aussi de la prévision sur, ça peut être de l'analyse prédictive de l'intelligence artificielle au niveau production. Donc, ça peut se mettre dans n'importe quel domaine métier. Ou comment est-ce que j'augmente la productivité de ma chaîne pour, je dirais, optimiser l'utilisation de l'appareil de production. Oui. D'accord. Donc on peut se retrouver ça chez des Candy, des sociétés qui en fait sont dans du CPG, enfin d'autres domaines. On n'a pas l'agroalimentaire, c'était un thème qui a été présenté comme exemple aujourd'hui, mais voilà, l'outil peut s'adapter à tout secteur industriel et tout à fait. C'est une plateforme en fait. Hervé, une autre question? Oui. Comment, à travers l'IA, pouvons-nous appliquer des méthodes de prévision exogènes? Alors, ça rejoint un petit peu la question que vous nous aviez posée tout à l'heure. Les données exogènes, déjà, ça a été présenté par pas mal d'éditeurs comme la clé de voûte. Ça l'est à partir du moment où la donnée que l'on récupère est pertinente. Pour le problématique à traiter. Ouais, c'est ça. Voilà, donc beaucoup d'éditeurs disent je vais récupérer des réseaux sociaux, je vais récupérer, etc. Donc oui, pourquoi pas. Donc j'ai travaillé sur un projet chez Michelin par exemple, où effectivement avoir l'état des routes, données exogènes, oui, fortes, avoir des capteurs sur les pneus quand je loue des pneus aux camionnistes est importante, mais quel est le coût aussi? Donc oui, je peux tout à fait récupérer avec des puces des informations sur l'état d'usure de mon pneu, mais quel est mon coût de mise en place par rapport aux bénéfices que j'en retire? Donc en théorie, toute donnée exogène est intégrable à l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la pertinence et comment clusteriser, c'est-à-dire comment regrouper ces données pour qu'elles aient un sens pertinent dans un graphe pour essayer de comprendre un peu justement la probabilité de réussite. Oui, bien sûr. On parle toujours de signaux faibles, mais bon, c'est quoi un signal faible? Un signal faible. Et en plus, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'assurance ou la banque, par exemple. Ce qu'on essaye de faire absolument, c'est de dégager ce qu'on appelle les outliners, c'est-à-dire ces données qui viennent polluer en fait l'information principale, d'où cette problématique du clustering en fait. C'est pour ça que le prévisionniste reste toujours... Ah oui, l'analyse. C'est très important pour analyser justement ce qui est important, ce qui n'est pas. Est-ce qu'on a d'autres questions, Hervé? Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une démonstration d'ELISA?
Alors je pense que oui, mais, mais- peut-être à ce moment-là. On va prendre rendez-vous avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. On organisera ça avec plaisir. On vous répondra, individuellement avec vos coordonnées après l'émission. On a dit on a vu dans le schéma que la solution se plug à un ERP pour justement récupérer de la data. Est-ce que vous pluguez à tous les ERP du marché? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... Oui, Oui. il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, à se connecter sur un ERP en particulier. Et puis de toute façon, on l'a déjà fait pour bon nombre des grands ERP du marché, qui sont SAP, Oracle, Sage, qui est un de nos partenaires. Donc ça, c'est pas compliqué, franchement, de s'interfacer avec un ERP. C'est quelque chose, c'est devenu quasiment une routine pour nous. Ouais. Donc il n'y a pas de religion par rapport à ça? Non, il n'y a pas de religion. Non. On a développé des transformateurs, des adaptateurs, mais bon, il n'y a pas de religion par rapport aux ERP les plus fréquents. Mais après, se pose la question de qu'est-ce que je fais? Je fais l'intégration ou j'envoie des flat files? Enfin, qu'est-ce qui est le moins coûteux et le plus pratique en fonction du nombre de fois où je dois faire tourner mon IA pour avoir un résultat, en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça le dénominateur commun. En fonction de la situation de l'entreprise. Un choix pragmatique, etc. Vous adressez plutôt aux ETI, vous l'avez dit, c'est une solution qui est plutôt destinée aux ETI qu'aux grands groupes. Oui, alors... Sauf que, bon, j'imagine que si un grand groupe vient vous voir, vous ne vous interdisez pas. Voilà. Vous ne direz pas non. Non, on est ouvert. Mais ça veut dire que c'est quand même une solution abordable. À partir de combien de salariés, quel volume d'affaires, voilà, on peut mettre en place la CEDAPTA aussi c'est une bonne question, et Elisa. Philippe. Alors nous, effectivement, dans notre cœur de cible dont parlait Franck tout à l'heure, on cible des entreprises, des ETI, mais aussi des petites entreprises, des PME-PMI, qui vont démarrer parfois même à moins de 100 millions d'euros. Ouais. Et on a un mode de tarification qui prend en compte justement cette taille d'entreprise et ce chiffre d'affaires. Donc pour donner accès à tous, finalement, à ces technologies-là. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est quand même les ETI, on va dire entre 200 et 3 milliards, 200 millions et 3 milliards. Et puis après, on a aussi quelques cas qui prouvent qu'on sait aussi répondre aux besoins des grands groupes. Veralia, typiquement, en est l'exemple. Piaggio, international. Des boîtes comme Magneti Marelli, qui sont des sous-traitants premier niveau, avec des usines partout dans le monde. On sait répondre aussi aux besoins de ces grands groupes-là, bien sûr. Je reviens sur un point que vous avez évoqué aussi lors de votre présentation, sur la capacité de l'outil à répondre à des contraintes environnementales. De quelle manière? C'est en intégrant, alors si par exemple on a une problématique dont parlait l'un des intervenants tout à l'heure, les personnes qui ont posé des questions, sur l'état des routes par exemple, qui est une problématique qui va intervenir, le trafic, sont des données qui peuvent être très facilement intégrées puisque disponibles en fait. Donc la source de données est reconnue, les données sont accessibles et peuvent être intégrées très facilement dans la plateforme ELISA. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question, en tous les cas pour ce qui nous concerne. Certainement que d'autres personnes souhaiteront en savoir un petit peu plus sur la solution. À ce moment-là, on les invite à se manifester via le chat et on les contactera après l'émission. Écoutez, merci beaucoup pour nous avoir apporté cet éclairage sur la solution CEDAPTA OSIS et plus particulièrement sur cette intelligence artificielle. On verra maintenant comment l'intelligence artificielle s'invite effectivement au niveau des prévisions de la planification. En tous les cas, merci de votre présence. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain plateau sur Supply Chain Village. Et merci de votre accueil. Merci beaucoup et merci de votre présence. Au plaisir.